Et bonjour à tous, donc merci beaucoup à l'IUT de m'accueillir et puis à la FIM, puis merci pour les intervenants, la qualité des interventions. Euh, Moi je vais vous parler un peu de choses, je pense, dont vous n'avez pas beaucoup entendu parler. Euh, donc je me présente rapidement, donc moi Jean-Yves Cubaillère et donc mon épouse, on a fondé deux sociétés, donc une première qui s'appelle Enovia, donc qui est une société de services qui est spécialisée en ingénierie de maintenance, donc j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure, et une société qui s'appelle Crazylog, qui est l'éditeur du logiciel. Donc 8 ans pour Enovia, 2 ans et demi pour Crazylog, qui est un peu plus jeune dans le métier. Moi j'ai 15 ans d'expérience en fait dans l'énergie et dans l'environnement, donc dans tout ce qui est utilities, donc tout ce qui est industrie complexe, pas forcément du manufacturing, quelque chose qui fabrique de l'immatériel, mais qui est un ensemble complexe d'équipements. Donc deux entités, ingénierie de maintenance, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayer d'optimiser les coûts notamment. Alors les coûts pas pour supprimer du monde, mais pour qu'ils fassent autre chose, qu'ils ne soient pas à courir toute la journée dans l'usine. Et donc l'origine du logiciel, ça a été développé en fait au départ pour nos propres besoins. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des plans de maintenance, on a fait des listes de pièces de rechange, on a ouvert des documents, on a été obligé de chercher dedans, on a été obligé de faire le travail qu'a fait Schaeffer, qu'a fait Mars, pour pouvoir récupérer les données, les agréger, les collecter. Et travailler dans Excel, gérer 15 fichiers avec dedans 30 onglets pour faire l'import dans SAP, c'est compliqué. Vous l'avez tous fait, vous savez ce que c'est. Ou ceux qui ne l'ont pas encore fait vont le faire. Donc on a dit à un moment, c'est pas possible de continuer à travailler comme ça. On va se planter quand on va commencer à taper des unités qui sont plusieurs centaines de millions d'euros avec des dizaines de milliers de lignes. On va pas y arriver. Et effectivement, on n'y est pas arrivé. Donc on a développé cette application au départ pour nos propres besoins. Et ensuite, il y a 3 ans, on a créé la société pour pouvoir le proposer à nos clients. Nos clients étaient intéressés par l'outil. Et puis de fil en aiguille, on a noué différents partenariats que je vous présenterai un petit peu plus tard. Donc l'historique est intéressant parce qu'il a été fait pour des utilisateurs, par des utilisateurs, et on est les premiers utilisateurs en fait. Donc des éditeurs de logiciels qui utilisent leur outil, il y en a peu. Donc voilà, juste quelques-unes de nos références pour situer un petit peu nos clients. Globalement, c'est 4 secteurs, c'est l'énergie, l'environnement, le pétrole et le nucléaire. Donc c'est des systèmes, comme j'expliquais tout à l'heure, qui produisent de l'immatériel. Donc l'électricité, c'est pas matériel. Mais par contre, c'est des unités qui sont uniques, qui sont complexes et qui ont forcément des impératifs de disponibilité ou de sécurité qui sont élevés, parfois qui ne sont pas liés que simplement à des coûts de production comme dans le nucléaire. Donc voilà. Bien qu'on soit une petite société, donc on est une quinzaine de personnes chez Enovia et 4 chez Crazylog. Donc on travaille avec des grands comptes. Donc on travaille sur des grosses unités en fait, et c'est un peu notre marque de fabrique. Alors QuickBrain, qu'est-ce que c'est? Donc QuickBrain, on va la faire simple, il y a 3 fonctionnalités. La première, c'est la documentation technique. Donc comment je vais la gérer, mais dans une logique de trouver rapidement l'information pour la maintenance. Donc ensuite, pour pouvoir créer mon plan, créer mes nomenclatures ou dépanner rapidement, comment je vais pouvoir la trouver et l'organiser. La deuxième fonctionnalité, c'est de consolider, c'est de compulser en fait tout ce référentiel de maintenance qui est nécessaire pour implémenter une GMAO. Les nomenclatures, les pièces les articles, le plan de maintenance préventif, lié à la documentation, l'arborescence, les ressources, toutes les joies, les outillages, toutes les joies des données qu'on doit compiler, consolider pour pouvoir avoir une GMAO qui soit opérationnelle. Et la troisième chose, c'est qu'une fois que j'ai toutes ces données-là, avant de les injecter dans ma GMAO, si je peux leur mettre un petit coup d'optimisation, et par exemple, j'ai noté chez Schaeffer, il y a 18 000 articles qui sont peut-être présents dans 40 usines en Europe, je ne sais pas, ou 20 usines, pourquoi pas essayer de regarder qu'est-ce qu'on peut optimiser. J'ai 5 pièces à un endroit, j'ai 3 pièces identiques à un autre, est-ce que j'ai besoin de 8 pièces ou est-ce que j'ai besoin de 4 pièces par rapport au temps de trajet que je peux avoir entre les différents sites? Premier niveau d'optimisation. Deuxièmement, mon plan de maintenance préventif, est-ce qu'il est optimisé? C'est-à-dire, est-ce que par rapport à la criticité de mes équipements, criticité que je dois définir évidemment sur un certain nombre de critères, est-ce que je focalise bien l'effort de maintenance sur les équipements les plus critiques? Est-ce que j'ai bien toutes les pièces de rechange pour réparer mes équipements critiques? Et ça, globalement, on a travaillé sur 80 unités. Depuis le début. Moi, j'ai travaillé depuis 15 ans dans le domaine, donc j'en ai vu plusieurs. Moi, je n'ai pas vu un endroit, en fait, où cet exercice il a été fait, que ce soit chez des très grands ou chez des très petits. C'est basé sur l'expérience, donc effectivement, chaque fois qu'on va avoir une panne, on va créer l'élément dans la nomenclature. Mais si on attend d'avoir eu toutes les pannes sur l'usine pour pouvoir avoir des nomenclatures complètes, c'est un peu la limite de l'exercice. Donc ça fonctionne pour du complément. Mais quelque part, si on a la chance de démarrer sur une usine neuve, parce que
effectivement une usine existante avec un passif, c'est plus difficile à gérer. Mais sur une unité neuve, si on a la chance de pouvoir engager un processus dès le départ qui permet d'arriver à consolider et à optimiser, et quand on rentre dans ma GMAO, je sais exactement combien de personnes vont occuper mon plan de maintenance, combien d'articles je vais avoir en stock par rapport à l'objectif que je me suis fixé de coût, et ben c'est une première mondiale. Donc QuickBrain, c'est une appli web. Donc je vais vous parler de l'application, mais je vais surtout vous parler de ce qu'elle fait. Je ne vais pas vous vendre du rêve, je vais vous expliquer ce qu'on fait avec. Donc c'est une appli web, standard, un client, une base de données. Et je ne ferai pas de démo, parce que je vous épargnerai tous les bugs que je peux avoir. S'il y a des gens qui sont intéressés par une démo, ils viendront me voir et on la fera sur une infrastructure qui permet de la faire correctement. Donc ça se présente très simplement, donc une barre de menu, une arborescence et puis une partie centrale où on va visualiser l'information qui est relative aux différents objets que va gérer l'application. Donc première étape, mon référentiel de données, ma documentation, mon module qui va me permettre de gérer. Donc l'idée du module, c'est de trouver rapidement un document, le trouver en quelques secondes. Alors ça nécessite un travail préalable, c'est pas automatique, c'est pas magique. Et quand on regarde le temps qu'on perd en maintenance pour pouvoir trouver un document, ce document-là, il ne permet pas simplement de savoir comment ça marche, il permet de dépanner peut-être un vendredi soir ou un samedi quand on est tout seul en car. Si je mets 3 heures pour le trouver, le document, mon usine, elle peut être arrêtée 3 heures. Si je mets 2 minutes, peut-être que mon usine, elle redémarrera au bout d'1 heure et pas au bout de 3 heures. Et les 2 heures que je gagne, ils payent largement le coût du système, du logiciel et de son implémentation. Donc le module en fait de QuickBrain pour le moment, module de base, c'est une gestion documentaire très basique avec un système de version tout simple. Donc on va gérer quelques attributs, donc on va gérer par exemple le titre du document, sa référence, sa version et le type. On a 4 attributs. Si ces 4 attributs sont correctement renseignés, je peux trouver n'importe quel document déjà s'ils sont correctement mis en place par une recherche. Maintenant, la deuxième, je vais la faire un peu rapide parce que je ne vais pas rentrer dans le détail du logiciel. Voilà, donc il y a une application tablette qui va avec, qui permet également de naviguer dans les différents documents. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle les Smart Drawings. Donc c'est la possibilité de rendre cliquables en fait, des images. Donc ça peut être un schéma de principe, ça peut être un schéma, un plan d'implantation, ça peut être une photo, ça peut être n'importe quoi. Et donc à partir du moment où vous avez des tags dans l'arborescence, donc des codes fonctionnels ou des codes, comment on appelle ça, des postes techniques dans SAP, des assets dans Maximo, je ne sais quoi dans d'autres systèmes. À partir du moment où vous avez ce tag identifiant unique qui est dans ce Smart Drawings, quand vous allez cliquer sur le Smart Drawings, il va vous emmener directement dans l'arborescence. Et si dans cette arborescence, vous avez accroché de la documentation, vous allez trouver la documentation très rapidement. De la même manière, dans l'autre sens, quand vous allez chercher dans votre arborescence un tag, vous allez pouvoir cliquer sur le tag et il va vous emmener sur les schémas qui contiennent ce tag. Donc là, vous allez tout de suite comprendre l'intérêt. C'est notamment quand j'ai, par exemple, un schéma électrique et j'ai un schéma PID. Alors, je parle PID, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais Piping and Instrumentation Diagram. J'ai ma vanne. Je vais cliquer sur ma vanne. Si mon tag de ma vanne est dans mon schéma électrique, ce qui est normalement le cas, il va vous proposer le schéma électrique. Donc, je vais pouvoir trouver rapidement le départ de mon armoire qui alimente cette vanne. De la même manière, je peux trouver le départ dans l'automate qui pilote cette vanne, etc., etc. C'est un travail de renseignement qui peut paraître long, mais à partir du moment où on le focalise sur des éléments critiques par rapport à une analyse de criticité systématique, eh bien, je vais dire tout ce qui est critique, je peux le référencer comme ça parce que ça vaut le coup que je trouve rapidement le document, parce que si c'est critique, ça veut dire que ça me coûte beaucoup d'argent s'il est arrêté. Donc là, c'est une version statique, donc le logiciel peut générer une interface complètement autonome que je peux mettre sur un CD-ROM, un intranet ou je ne sais quoi, et qui permet donc de pouvoir cliquer sur un équipement, automatiquement le mettre dans le champ du moteur de recherche, et puis ouvrir l'arborescence au bon endroit. Bon, ça, c'est une interface statique, c'est gratuit, ça peut être diffusé à X milliers de personnes, c'est libre de droit, mais par contre, le logiciel qui permet de le créer et de le générer, lui, est soumis à licence. Donc là, dans la version maître, on va dire, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, je peux avoir, donc sur mon PID, donc quand je vais cliquer sur ma vanne, donc on voit sur la vue d'écran, il va me proposer le schéma électrique qui correspond, parce qu'il est lié par le même tag. Donc ça, c'est la version live, c'est la version payante, entre guillemets, sous licence. Donc elle va permettre de faire plus de choses que la version statique, évidemment, mais elle va permettre de créer toutes ces relations automatiquement.
Donc là, si vous voulez, si on prend le postulat de base, organiser les documents et savoir pour ma pompe, trouver rapidement la datasheet, trouver rapidement la notice de fonctionnement, le plan, éventuellement la documentation de maintenance, la nomenclature, etc. C'est possible à partir du moment où on a regroupé les éléments sous un nœud. On a une relation très forte en fait entre l'équipement et la documentation. Ce qui n'est pas le cas dans une gestion documentaire traditionnelle. Vous allez créer des attributs, vous allez créer des champs, vous allez créer tout ce que vous voulez. Mais là, le petit nœud en bleu, c'est un équipement au terme GMAO. C'est-à-dire après, quand je vais pousser ça dans ma GMAO, puisque l'objectif évidemment de l'outil, c'est de renseigner une GMAO, donc je peux pousser tout le résultat vers une GMAO. Donc tous les champs dans SAP qui permettent d'accueillir des pièces jointes vont être renseignés par exemple. Ou alors je peux garder ça en extérieur et simplement générer une URL, un lien, qui va me renvoyer vers QuickBrain. Parce que QuickBrain gère des versions, ce que ne gère pas la plupart des GMAO, c'est pas une gestion documentaire. Je peux gérer également le natif, c'est-à-dire si j'ai un fichier AutoCAD et un fichier PDF, ou un fichier Word, un fichier Excel et un fichier PDF, je vais pouvoir avoir les deux pièces dans la même version. Donc je vais pouvoir, quand je retravaille sur un document, repartir de mon bon schéma AutoCAD, repartir de mon bon fichier Word qui me décrit ma procédure, mon instruction, tous les documents qui sont importants et qui doivent être mis à jour. Schéma électrique, etc. Voilà, alors comment c'est fait? Donc il y a un logiciel tiers en fait qu'on appelle PIDscan et qui permet en fait donc avec un système d'OCR, donc un système de reconnaissance de caractères, de pouvoir identifier les zones cliquables et donc automatiquement de reconnaître le tag et de générer un fichier qui va être compatible avec l'import dans QuickBrain. Vous importez ce fichier-là et le lien entre l'arborescence et le fichier est fait automatiquement à l'import. Deuxième fonctionnalité du système, c'est cette consolidation en fait des données de maintenance. Donc j'expliquais un petit peu les peines qu'on pouvait avoir avec Excel. Donc ça permet de consolider l'ensemble des pièces qui permettent de renseigner une GMAO. Donc si déjà dans ma GMAO j'ai mon arborescence, mes nomenclatures par équipement, la liste de mes équipements, ma documentation technique, les pièces de rechange que je dois avoir en stock, mes gammes, mes outillages, je suis pas trop mal. Voilà, donc c'est ce que fait l'outil. Il permet d'aller très loin dans le détail si on a envie. Il permet d'aller dans un détail très très faible si on a envie. L'avantage, c'est que quand je vais générer ensuite des fichiers d'import dans SAP, ils seront forcément cohérents puisque je viens d'une base de données. Donc je vais pouvoir avoir mes différentes relations entre les différents objets qui sont conservés. Donc c'était le consistent, c'est d'avoir des données qui sont homogènes, qui sont consistantes et qui sont validées puisque à un moment, je les ai validées. L'intérêt aussi de l'outil, donc vous avez vu, bon, les interfaces sont interfaces web, donc c'est relativement light. C'est aussi de travailler en mode collaboratif et de travailler à plusieurs, ce qu'on ne peut pas faire sur un fichier Excel, ou difficilement, bon, et Google Doc, ok. Et ça va permettre justement par rapport à cette facilité à travailler ensemble, et c'est indépendant de la nature de la GMO qu'on utilise. Je peux utiliser SAP, SAP n'est pas obligé d'être en place. Pour que je puisse commencer à travailler dans l'outil, je sais que forcément je vais pouvoir pousser derrière. SAP, Maximo, Coswin, Carl, voilà. Donc la structure du logiciel, alors je vais le préciser parce que ça va pas forcément être évident, mais c'est pas une GMAO. Donc je peux parler librement des GMAO. Hein. Sur ces 80 projets, on a eu 80 GMAO en face, donc de différents éditeurs. J'ai pas d'avis sur les GMAO. Il y en a qui ont des fonctionnalités qui sont proches, identiques, qui sont bien, qui sont pas bien. Nous, on se focalise sur qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que une GMAO, c'est comme n'importe quoi. S'il n'y a rien dedans, chacun va se faire son fichier Excel, chacun va travailler comme il veut. Quand je vais chercher 3 fois une information et que 3 fois c'est la mauvaise, je commence à m'énerver et j'utilise plus l'outil. C'est pas qu'une des raisons de l'échec d'un projet de GMAO. Il y en a plein d'autres. Il y a le change management, il y a toutes ces choses-là. Mais je dirais le problème de ne pas avoir un contenu qui soit fiable, qui soit validé et qui soit réel par rapport à ce qu'on a sur l'usine, c'est un vrai facteur de problème. Ça c'est clair. Et c'est un facteur de rejet et c'est un risque ensuite derrière pour l'opérateur. Et il va perdre du temps au lieu d'en gagner. Donc c'est pas le but quand même de la mise en place d'un outil qui coûte très cher. Donc comment ça marche par exemple sur une nouvelle usine? Donc alors une nouvelle usine c'est un cas un petit peu, on va pas dire idéal parce que c'est pas tout à fait vrai. On va partir de données brutes, donc on va avoir un ensemble de paquets de choses qui viennent du dossier constructeur, donc un ensemble de documents plus ou moins hétérogènes, plus ou moins cohérents. On va les passer dans QuickBrain, donc on va pouvoir, par exemple la documentation. Vous recevez un dossier constructeur, la documentation elle est classée par lot d'achat. Donc vous avez le fournisseur, je sais pas, KSB,
il va vous donner un lot d'achat. Il fournit 14 pompes. Maintenant, sur la pompe, il n'y a pas écrit KSB. Enfin, pardon, si, excusez, mauvais exemple. Alors, on va la refaire. Il y a écrit KSB. Donc, c'est un mauvais exemple. Non, mais je dirais, une pompe KSB peut avoir été fournie par un ensemblier qui a fourni un package. Donc, vous n'êtes pas censé connaître tous les fournisseurs des différents packages qui ont été fournis dans votre usine. Donc ce classement par lot d'achat, par système plus ou moins fonctionnel qui est donné dans les dossiers constructeurs, il est problématique. Et les ingénieries vérifient jamais que pour chaque équipement, donc quand vous avez votre arborescence, pour chaque équipement, vous avez bien les bons documents qui sont relatifs à chaque équipement. Il manque 50% des documents, à peu près. Alors je ne parle pas des gros équipements, la grosse pompe on va l'avoir, le gros ventilateur on va l'avoir, mais le petit capteur, le fin de course, la petite pompe doseuse, celle-là on va pas l'avoir. Et c'est c'est sur ça qu'on va être embêté. Donc quand on va aller dans le document, on prend mon dossier constructeur, ouais, ça a l'air bien, il y a 400 classeurs, génial, ils ont bien bossé, je suis tranquille avec ça. Et puis le jour où j'ai besoin de quelque chose, je vais me balader dans le CD-ROM, et quand j'ai besoin de quelque chose, c'est qu'il est cassé ou qu'il a un problème, je vais me balader dans le CD-ROM, je vais passer 2h30, je vais pas trouver l'information, je vais ensuite passer 2h30 au téléphone avec le fournisseur, et à la fin je vais avoir une grosse indisponibilité, un gros problème. Donc ça, je vais découvrir au fur et à mesure de mes besoins que la documentation n'est pas complète. Alors que si je le fais directement au départ, donc je vais accrocher dans QuickBrain à chaque élément de l'arborescence mes documents, et c'est basique, c'est con, excusez-moi l'expression, mais si j'ai un trou et que j'ai un équipement où j'ai pas de document qui est accroché, bah c'est qu'il n'est pas là. Voilà. Et donc je peux le demander à l'ingénierie si j'ai encore la chance d'être au moment où elle est présente sur le chantier ou au constructeur. Et je lui refuse sa documentation. Donc voilà, donc ça c'était l'exemple sur la documentation, mais sur les informations de maintenance, c'est la même chose. Alors on sait très bien que dans les documentations des constructeurs, c'est un peu farfelu parfois, mais néanmoins, il y a des informations qui sont importantes. Par exemple, sur les graissages, c'est important de connaître le type, la qualité, la quantité d'huile et de graisse. Surtout pendant la période de garantie, on est quand même tenté de faire ce que préconise le constructeur. Bien, voilà, en moyenne, il manque 50% des informations de maintenance dans la doc des constructeurs. Le fait de faire l'exercice et de prendre ces docs et de les dépouiller et ensuite les analyser et de les mettre dans QuickBrain, et ben vous allez voir ce qui manque. Ça ne veut pas dire que c'est la panacée, il y a forcément des choses qui ne sont pas optimales, il y a des périodes qui sont un peu débiles parce qu'elles sont mises un peu pour ceinture bretelle, mais vous avez une base. Et ensuite, cette base-là, elle vous sert de point de départ pour l'optimisation. Si vous n'avez pas une base au départ, optimiser, c'est un point de départ, un point d'arrivée, une méthode. Donc il faut avoir cette base-là. Donc vous avez cette base consolidée. Une fois que vous avez cette base consolidée, bon, je ne parle pas des pièces de rechange, hein, où alors là, on compile les pièces de rechange, on en oublie, l'ingénierie fait ce qu'elle peut, elle vous en met le maximum pour que vous puissiez acheter un lot complet, en vous disant qu'avec ça, vous êtes tranquille. Mais globalement, il en manque plein, et vous en avez qui ne vous servent pas, et que vous avez au bout de 20 ans dans des cartons, et que vous n'avez jamais ouvert. Donc l'optimisation, elle est là pour ça. Elle est là pour regarder par rapport à une analyse de criticité. Alors on utilise là une AMDEC, mais il ne faut pas avoir peur du mot. On utilise une AMDEC, en fait, c'est globalement sur une perte de fonction, qu'est-ce que je vais avoir comme conséquence sur mes différents critères que j'ai définis, la disponibilité, l'impact sur le matériel, l'impact sur la sécurité, enfin, je peux en définir plusieurs. Mais l'idée, c'est de définir ce fameux niveau de criticité qu'on a vu apparaître dans SAP. Une classification, c'est un nombre, c'est une criticité de 1 à X. Plus c'est élevé, plus c'est critique. Donc plus c'est critique, plus je vais pouvoir mettre en place une politique de maintenance basée sur cette criticité. C'est très critique, bah oui, je vais faire de la maintenance préventive, peut-être plus que ce que me demande le constructeur. Je vais rajouter des contrôles. C'est très critique, bah oui, je vais prendre la machine en elle-même en pièce de rechange. Parce que c'est très critique, je peux le décider, je le justifie par ça, parce qu'il faut la remplacer très vite. C'est un peu moins critique, moi je vais prendre que les pièces de rechange du constructeur, je vais regarder un petit peu, je vais peut-être faire une maintenance préventive, je dirais, traditionnelle. C'est peu ou pas critique, et bien je vais me concentrer sur que les graissages peut-être, ou que les contrôles. Et puis sur les pièces de rechange, et bien, je vais décider de ne pas les avoir en stock. Bah ouais. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais aller pousser vers ma GMAO et ensuite je vais rentrer dans mon processus de maintenance et là je vais gérer à la marge, je vais pouvoir affiner mes périodicités en fonction du réel, je vais pouvoir directement recréer des articles parce qu'effectivement il y a un trou dans la raquette, il a été mal créé ou il a été mal positionné. Je vais faire de la gestion à la marge, mais j'aurai un référentiel qui sera déjà pré-optimisé, pré-mâché, et je vais pouvoir partir sur une bonne base. On a fait un exemple sur un incinérateur, donc on était sur un stock de, on va dire 200. Ça coûtait très très cher. C'était quasiment 10% du montant de l'investissement de l'usine, ce qui est complètement délirant. Et on est passé à 33. Et après, on est divisé à 15. Donc en fait, on est divisé par 7 quasiment le montant du stock. Ça fait plus d'1 an et demi que l'usine tourne, et elle n'a pas été arrêtée parce qu'elle avait un problème de pièces de rechange.
Voilà. Donc divisé par 7. Bon, on était parti de très haut, hein. Mais voilà, donc c'est une liste de rechange qui est donnée. Comme il y a une garantie, ben, finalement, le constructeur il est confortable là-dessus. Il vous dit, ben, si vous n'avez pas mes X millions d'euros de pièces et que vous n'avez pas la pièce quand vous cassez, et ben moi la garantie, je ne considère pas que je suis responsable de ça. Parce que je vous ai préconisé un lot de pièces qui est une deuxième usine en stock. Donc je suis relativement tranquille là-dessus. Pareil pour le plan de maintenance. Le plan de maintenance, 44 000 opérations. Si on prend le... Voilà, 44 000 hors de travaux, hein, pour parler. Bon, 7 personnes à la maintenance. Et voilà. Donc ça occupait 20 personnes en fait. Et ben on a divisé, on est passé à 3500 opérations qui occupent les 7 personnes. Mais on l'a fait avant le démarrage de l'usine. On l'a pas fait au moment où on démarre la GMAO et on commence à générer la machine à ôter. Et où à la fin on commence à être perdu, on sait plus, les gens courent dans tous les sens, ils sont découragés et puis on arrête de faire la maintenance préventive. Voilà, donc ça c'est un cas, c'est pas un cas extrême, hein, c'est un cas relativement standard. Enfin en tout cas dans mon milieu. Après je préjuge pas des autres, hein. Donc après il y a un autre cas de figure où on va être sur une usine existante. Donc là, si on a une GMAO, on peut tout à fait récupérer les informations qui viennent de la GMAO, les réimporter dans QuickBrain, les retravailler de la même manière, consolider les nomenclatures, consolider les plans de maintenance, faire une petite passe d'optimisation au passage, et puis réinjecter tout ça. Ça permet aussi de faire des migrations entre deux versions. Bon, enfin bref. Globalement, ça peut faire ce que fait la partie maintenance d'une module de GMAO, puisque c'est fait pour le renseigner. Donc forcément, ça a des liaisons proches. Mais ce qu'on a bien séparé dans QuickBrain, ce qui n'est pas toujours bien séparé dans les outils, mais c'est surtout ce qui est très mal implémenté par les consultants GMAO, c'est la notion entre la fonction et le matériel qui réalise la fonction. Ça, c'est un truc bête, ça s'apprend à l'école. Mais c'est vite oublié apparemment. Et je m'explique. Vous avez, on a pris l'exemple de la pompe la dernière fois, eau chargée, eau claire. Bon, bah, la pompe c'est la même. C'est une KSB XYZ. Ma fonction c'est je pompe de l'eau claire et une autre fonction c'est je pompe de l'eau chargée. Et bien là maintenant ça va pas être la même. Par contre, mon matériel c'est le même. D'accord, c'est la même pompe. Donc j'en ai deux. Donc mes pièces de rechange seront les mêmes. Bah ça vous paraît évident, mais c'est pas évident pour un consultant SAP qui a travaillé dans la finance et qui ensuite implémente le module PM, comme on le voit tout le temps, et qui donne à la fin quelque chose qui peut être, heureusement que vous avez les exemples qui ont été montrés, il y a eu des pilotages très forts de la maintenance, mais nous on a vu des cas où les gens se sont retrouvés avec une machine à enregistrer des OT, et c'est tout, ça servait qu'à ça, ça enregistrait ce qui était fait, voilà, ça enregistrait le correctif, on n'en faisait rien, et ça coûtait plus cher qu'Excel par contre, là. Donc là, l'histoire déjà de savoir mes cas d'emploi, c'est-à-dire de savoir combien j'ai d'équipements identiques dans mon usine, ou mes différentes usines, déjà c'est un premier point de départ pour mon optimisation, notamment sur mes gammes de maintenance. Et sur mes stocks évidemment. Bon, donc là, on a la possibilité... alors attendez, on a la possibilité de simuler aussi le plan de maintenance. Alors j'ai pas la vue d'écran ici, mais on a un calendrier qui permet de simuler le plan de maintenance et de le lancer. Donc je vais lancer mes OT comme si j'étais en vrai. Je vais les planifier, je vais regarder ce que ça donne, je vais pouvoir faire un plan de charge prévisionnel, je vais pouvoir calculer ensuite directement mes ressources. Donc combien de personnes sont affectées, combien de techniciens en électricité, combien de techniciens en instrumentation. Je vais pouvoir dimensionner tout ça. Alors c'est basé sur des hypothèses, hein, évidemment, mais quand vous avez X milliers d'opérations, l'erreur que vous faites sur le calcul d'un temps, il est gommé par l'autre, et globalement on n'est pas trop mal sur l'évaluation. Je vous dis l'exemple de l'incinérateur, 7 personnes, ils ont 7 personnes à la maintenance, ils ont fait l'intégralité des opérations. Donc on peut dire que on l'a fait sur une centrale thermique également EDF, un cycle combiné. Bon, ça donne des résultats qui sont intéressants. On a aussi donc un système donc on va pouvoir implémenter des relevés de compteurs également pour pouvoir les transférer vers la GMAO. Donc mon calendrier de maintenance que je vais pouvoir afficher avec mes différentes tâches. Bon, pour rien vous cacher, je vous ai dit que c'était une GMAO, mais c'est pas une GMAO, mais je vous ai un peu menti. Par exemple, si vous êtes en phase de mise en route, la GMAO n'est pas prête, vous pouvez utiliser l'outil pour faire votre GMAO pendant le commissioning, donc pendant le démarrage de l'unité. Donc il y a quand même des opérations à faire, il y a un peu de graissage, il y a un peu de contrôle, il y a un peu de nettoyage, il y a un peu de première vidange des réducteurs, des choses comme ça. Donc vous pouvez le tracer, vous pouvez le suivre, et vous pouvez commencer à avoir un historique, et cet historique vous pouvez le transférer ensuite quand la GMAO sera prête. La GMAO sera prête, des fois c'est 5 ans,
des fois c'est 1 an. Sur une usine neuve, ça dépend du temps que les gens peuvent consacrer sur le site. Mais quand on débug et qu'on démarre l'usine, ils ont comme priorité de produire et ils n'ont pas comme priorité de renseigner la GMAO. Donc ça peut être quelque chose qui se met en intermédiaire, qui permet quand même d'avoir un début de management de la maintenance et qui ensuite, on a une garantie de pouvoir transférer l'information qu'on a saisie vers un outil de GMAO. Donc ça, ça c'est une version, on va dire, un petit peu allégée de ce qu'on peut avoir pour l'affichage des gammes. Donc justement, dans ces phases-là, il y a une interface dédiée web, compatible tablette, qui permet de récupérer des gammes, de pouvoir accéder directement quand je suis un opérateur et que j'ouvre ma tâche. J'ai tous mes documents, j'ai toutes mes pièces de rechange, je sais si elles sont en stock, parce que j'ai un module de gestion de stock aussi, pour pouvoir simuler les approvisionnements. Je vais pouvoir déclencher un événement si j'ai un problème pendant la réalisation de mon opération. Bon, je vais pas vous, voilà. Je vais vous la faire courte, mais si vous voulez plus de détails, vous viendrez me voir et je vous ferai une démonstration complète. C'est pas l'idée de présenter toutes les fonctionnalités. Donc l'opérateur arrive, il a son calendrier, il voit les tâches qu'il a à faire et ensuite derrière, eh bien, il a toutes les informations qui sont reliées à la tâche. La clé, c'est d'avoir toutes les informations qui sont reliées au code de l'équipement. Donc j'ai sa nomenclature, j'ai les pièces que je consomme, j'ai les documents associés comme on a vu tout à l'heure, et j'ai ma gamme d'intervention. Les gammes d'intervention peuvent être très détaillées, donc on a fait des prestations dans le nucléaire, donc on a des gammes 1, 2, 3, 4, 5 avec des photos, des nomenclatures, bon, bref, ou elles peuvent être très simples, ça peut être juste une ligne, c'est nous qui décidons après du niveau de détail qu'on veut avoir. Et je dirais, c'est de la même manière, je crois qu'une des personnes l'a abordé, quel est le niveau, il y avait une question, quel est le niveau de détail des gammes, quelle doit être la complexité des gammes. Je dirais la complexité des gammes, elle est liée également à la criticité. Elle est liée à la criticité de l'opération. Est-ce que c'est important que je fasse bien l'opération et que je sois sûr que cette opération est bien faite et que je puisse donner les moyens de la personne qui le fait d'être autonome là-dessus? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, un technicien, un bon mécano, oui, il va savoir remplacer un roulement sur un moteur de 5 kW, je vais dire, oui, il va savoir le faire. Donc c'est peut-être pas la peine que je fasse une gamme pour décrire ça. Ou à l'inverse, ce moteur de 5 kW, eh bien, pour une raison X ou Y, on doit changer souvent les roulements, et ce moteur-là, il arrête l'usine. Bah ouais, peut-être que je dois réfléchir à comment je fais les choses dans le bon sens pour pouvoir rapidement le changer, ce roulement. Aussi en commissioning, et qui peut être utilisé aussi en exploitation pour enregistrer les défaillances qu'il peut y avoir sur une ligne, donc avec une classification des événements et une gestion des actions. On l'utilise aussi pendant le projet pour pouvoir gérer un événement. Ça peut être mis sur un document, ça peut être mis sur un équipement, mais ça peut être mis sur un document. Ce document, il manque ci, il manque ça. Et on va gérer une action derrière de correction pour pouvoir tracer et pour pouvoir travailler ensemble en sachant les actions qui sont engagées et les délais avec lesquels on doit les résoudre. Alors on est compatible aussi avec des normes de soutien logistique intégré pour ceux qui doivent le subir. Soutien logistique intégré, c'est l'intégration des contraintes de maintenance dès la conception d'un produit, d'un système. Ça se pratique d'origine dans le militaire, dans le transport, ça arrive dans le nucléaire. Ça va se décliner petit à petit gentiment dans l'industrie parce que on s'aperçoit quand même que les usines, entre la théorie, la disponibilité théorique qu'on leur donne et la réalité, on en est très loin, quoi. Donc ça permet, alors ça dépend comment c'est fait. C'est Integrated Logistic, soutien logistique intégré, SLI. Nous on dit soutien logistique intelligent parce que des fois c'est fait de manière bête et méchante en appliquant la norme de point de vue, de manière assez intégriste. Et l'idée au final c'est pas de faire une étude pour faire une étude, c'est qu'à la fin cette étude elle serve à quelque chose et qu'elle serve à démontrer que mon usine tient la disponibilité et voilà les moyens que je dois mettre pour pouvoir avoir la disponibilité attendue. S'il faut que je mette 50 personnes et que l'usine et que la solution, l'étude me dit qu'il faut mettre 50 personnes, je dois avoir un esprit critique. Si c'est une usine avec 3 moteurs et 2 convoyeurs, je peux dire que je me suis trompé, quoi. On a eu un client, on a trouvé 150 personnes alors que nous on pensait qu'il en fallait 15, il a validé l'étude parce qu'elle était correcte. Voilà. Bon, côté ingénierie, on est d'accord. Côté exploitant, ça n'a pas été la même limonade. Donc on est capable d'intégrer ces notions-là également pour d'autres secteurs d'activité. Donc après le transfert vers la GMAO, on est pas basculé du côté obscur puisqu'on est devenu revendeur maintenant certifié de Maximo. Alors mea culpa, mais on voulait maîtriser la chaîne complète en fait de A à Z et on a choisi Maximo parce que dans le domaine des utilities, donc dans le domaine de l'énergie nucléaire, etc., c'était vraiment la GMAO qui était la mieux adaptée. C'est celle qu'on a croisée et qui match parfaitement avec les objets qui sont à l'intérieur de QuickBrain. Donc on a fait un connecteur pour Maximo pour pouvoir pousser directement la donnée vers Maximo.
Bon, Maximo se connecte à SAP au passage, hein, les grands parlent avec les grands. Mais pour les autres types de GMAO, on va s'adapter en fait, puisque chaque SAP, chaque Carl, chaque Coswin ont un paramétrage spécifique en fonction du client. En plus, on adore faire des développements puisque ça fait vivre les services informatiques, donc on s'éclate à faire des développements. Donc finalement, chaque client a une GMAO différente, même si ça s'appelle SAP ou si ça s'appelle Coswin. Donc on va pouvoir, avec un outil de reporting intégré dans QuickBrain, générer des masques compatibles, enfin des sorties qui sont compatibles avec les masques d'import que vous préconise l'éditeur du logiciel. Donc ça s'est passé comme ça sur la plupart de nos projets. On n'a jamais été bloqué en fait sur l'impossibilité d'importer une information. Il y en avait d'ailleurs plutôt plus dans QuickBrain qu'il y a même des choses qu'on ne pouvait pas importer dans QuickBrain parce qu'en face ça n'avait pas été imaginé comme ça. Donc alors module d'optimisation, bon, il y a peut-être des jeux qui vont s'ouvrir, on va me dire ouais l'optimisation, bon c'est du truc de consultant, ça sert à rien, nous on optimise déjà. Bon, vous serez surpris en fait vraiment, notamment sur les stocks, et vous serez surpris du gain que vous pouvez avoir avec un coût mais ridicule. Et ça c'est valorisable, c'est-à-dire votre DAF, il va comprendre quand vous lui parlez. Vous allez forcément comprendre aussi. Ça ne veut pas dire que vous avez été mauvais, ça ne veut pas dire que vous avez été négligent, ça veut dire qu'il y a un historique qui s'est accumulé, il y a des codifications qui ont changé, il y a des équipements qui ont été remplacés, il y en a qui sont devenus obsolètes. C'est la vie d'une usine. Mais à un moment, vous avez un gisement de gains. Nous, on estime, on estime sur les études qu'on a faites, c'est minimum 30%. Donc vous pouvez réduire de 30% le montant immobilisé en fait. Alors ça ne veut pas dire que vous les jetez à la poubelle, hein, mais vous n'allez plus les recommander. Vous les consommez, vous ne les recommandez pas. Sur les coûts de maintenance préventive, voilà, c'est à peu près 30 à 50%. Alors pour ceux qui font de la maintenance préventive, évidemment. Mais on peut vraiment optimiser également la maintenance préventive. Alors comment ça se passe? Bon, criticité. Après, tourner optimisation sur la localisation géographique, un peu type aéronautique. Et puis ça peut aller jusqu'à remplacement d'huile. Alors attention, je vais employer des gros mots, maintenance conditionnelle et maintenance prévisionnelle. Donc prédictive en anglais. Ça peut amener du gain, ça existe, c'est mature, ça s'applique pas sur tout, ça s'applique pas sur n'importe quoi, mais ça existe, ça fonctionne. Voilà. Mais c'est pas, je dirais, faut pas dire c'est pas pour moi parce que j'ai pas une flotte d'avions, mais ce qu'il faut surtout se dire, c'est que je peux pas le mettre sur n'importe quoi dans mon usine. Ça marchera pas à tous les coups. Donc nous, on a une vision assez claire là-dessus, on sait ce que ça fait, ce que ça apporte. On a des partenariats notamment avec National Instruments, donc sur l'instrumentation des systèmes. Mais sur la communication entre une GMAO et un système de contrôle commande, qui le fait? Est-ce qu'il y a des gens qui le font? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent le faire? Est-ce qu'il y a des gens qui en rêvent la nuit? Eh bien, ça paraît bête, mais c'est compliqué. Voilà. Donc on utilise également notre outil QuickBrain pour faire cette interface-là en fait. Ce qui est compliqué en fait, c'est d'associer, vous avez un signal, ce signal il déclenche une action dans votre GMAO et il est lié à un asset. Donc cette liaison signal-asset, asset physique, capteur ou moteur, asset GMAO, pas forcément les mêmes codes, pas forcément présents dans l'arborescence parfois, et le signal qui va déclencher, mon capteur va générer peut-être 2 signaux, 3 signaux. Quel signal je vais prendre? Qu'est-ce qui déclenche mon action? Notamment les compteurs de temps. Optimisation, compteur de temps. C'est con. Compteur de temps, relevé à la mano. Ou pas. Souvent pas relevé d'ailleurs. Parce qu'à un moment on se fatigue, on ne sait pas quoi ça sert. Et puis, donc beaucoup de GMAO design saisie manuelle. Parce que c'est le monde de l'IT, c'est le monde de l'informatique traditionnelle. Le monde de l'automatisme, eh bien lui, il ne connaît pas l'IT ne connaît pas le monde de l'informatique. Bon bref. Donc on a cette frontière-là. Elle peut être rompue, c'est pas une fatalité, mais il faut avoir des gens qui connaissent les deux côtés en fait. Donc si vous allez voir Siemens ou General Electric qui fournissent le SCADA de votre usine, le système de contrôle commande, il va vous faire un devis à 150 000 € pour vous faire le fichier XML qui est compatible avec SAP. Si vous allez voir SAP, ils vont vous dire attendez, moi voilà ma spécification. Et puis ils vont se regarder en chaîne de faïence et puis personne va vouloir prendre le risque aussi à un moment de qui prend la responsabilité quand ça marche pas. Hein, voilà. Donc tout le monde en rêve parce que c'est pas fait. Voilà, nous on peut discuter de ça pour pouvoir, dans une logique d'optimisation, mettre des choses très basiques. Hein. On parle pas, là attention, je vous parle pas d'analyse vibratoire hyper complexe, de cas spécialistes. Travailler sur les compteurs de temps, c'est très simple. Après on peut aller évidemment beaucoup plus loin. Et donc toutes ces optimisations, au final, elles ont forcément un impact sur la disponibilité. Et quand on fait les calculs,
eh ben, on s'aperçoit que le jeu en vaut la chandelle ou pas. À un moment, vous êtes parfait, vous êtes au top, vous êtes à 95% de dispo, vous avez un stock qui est pile poil, bah, tant mieux, et vous le savez. Donc c'est là où en fait notre collègue, enfin notre partenaire BQR aussi intervenait. Donc ils ont des systèmes d'optimisation de la maintenance, donc des logiciels qu'on connecte à QuickBrain. Donc QuickBrain fournit la matière brute en quelque sorte. Toutes ces informations, fiabilité, disponibilité. Alors, les informations de fiabilité viennent de bases de données, viennent de l'historique quand vous en avez un. Ne sont pas forcément structurées. Mais ce qui est très important, c'est l'historique des pannes par contre. Voilà, ça, l'historique des pannes. C'est-à-dire si vous partez dans un processus, que ce soit notamment prévisionnel, il faut absolument avoir l'origine des pannes et l'enregistrer. Donc ça se prépare. Donc on passe dans le système d'optimisation et ensuite on pousse tout ça vers le CMMS, vers le système de GMAO. Donc ça se faisait par des fichiers Excel ou ça se faisait pas. Donc il n'y a pas d'optimisation forcément avant de passer vers une GMAO. Voilà, je ne sais pas si Scheffler, sur les 18 000 articles, vous avez fait cette démarche, vous avez réinjecté ce que vous aviez. Peut-être que vous aviez peut-être un gisement. Voilà, je sais pas. Je connais pas votre société, mais peut-être qu'il y avait sur ces 18 000 articles un nombre de choses à économiser avant de réinjecter. Parce que vous savez, et vous l'avez tous dit, bon, SAP c'est allemand, hein, donc c'est souple comme un IPN, quoi, vous voyez, de 180. Donc une fois que c'est dedans et c'est fini, vous pouvez plus le sortir. Donc c'est pour ça que dans QuickBrain, dans l'arborescence, copier, couper, coller, drag and drop, dans SAP, nine, hein, c'est pas bon, pas good. Donc ça, vous pouvez pas faire. Donc autant travailler dedans, s'amuser, préparer la donnée. Une fois qu'on est prêt, qu'on a validé tout ça, on l'injecte. Donc les données brutes venant de QuickBrain, venant de différentes sources. Donc on travaille dans QuickBrain, on fait notre consolidation, on valide que tout est bon, on récupère les données qui manquent, on peut aller sur site, on peut faire des inventaires de stock, on va mettre le bleu, hein, on n'est pas des consultants au sens Accenture, hein. Moi je suis pas polytechnicien, et mes gens viennent la plupart de l'UT, hein, de l'UT de Toulon, bon, de Toulon, on serait à Strasbourg, on aurait des gens de l'UT de Strasbourg, mais c'est des gens qui sont familiers avec le terrain et la maintenance. Donc ensuite, on a développé un connecteur qui va permettre d'aller vers ce logiciel qui s'appelle OPM Optimizer et qui va donc permettre de retravailler les tournées, retravailler les stocks de pièces de rechange suivant différents scénarios. Et l'objectif, c'est de réduire le coût global, sur tout le cycle de vie en fait de l'usine. Donc ça peut aller très très loin dans le détail si c'est un sous-marin nucléaire. Ça peut aller beaucoup moins dans le détail. On peut arriver avec, en fonction de l'objectif qu'on se fixe, et puis surtout de l'endroit où on a les plus gros gains potentiels, on va se focaliser là-dessus. On va pas s'amuser à découper toute l'usine et trouver les taux de disponibilité. Faut être réaliste, quoi. C'est pas une fusée, c'est pas un missile qui doit partir au moment où on dit. Voilà. Mais il y a des gains qui sont très importants. C'est vraiment stratégique cette optimisation parce que les salaires, on peut pas les baisser. D'accord ? Les gens, c'est mieux qu'ils soient pas à la rue. Donc comment je fais pour qu'ils puissent faire des tâches qui sont plus forte valeur ajoutée, qu'ils puissent passer plus de temps sur le reporting, qu'ils puissent passer plus de temps sur l'analyse, qu'ils puissent passer plus de temps sur l'optimisation justement de ce qu'ils font, plutôt que d'être à courir dans tous les sens et à faire les pompiers. Donc ça, c'est un moyen aussi de libérer du temps pour les opérateurs, ce travail d'optimisation. Donc qu'est-ce que je dois absolument faire? Quand est-ce que je dois recommander ma pièce? Voilà. Quand est-ce que je dois recommander mes pièces? Pour être sûr que quand je vais avoir la panne, je l'aurai. Plutôt que de la recommander en urgence, de la faire venir en avion, enfin vous avez tous fait, en camion, ça mobilise le préparateur, du stress, et puis au final, on est toujours un peu sur le fil du rasoir. Mais l'idée, c'est qu'au final, dans votre GMAO, vous ayez fait tout ce que vous pouviez faire avant, et que vous ne soyez pas obligé de le faire dans la GMAO. Parce qu'une fois que c'est dans la GMAO, le G de gestion, c'est un outil de gestion, et c'est un outil de gestion financière. Mais c'est pas forcément ça l'avenir de la GMAO. L'avenir de la GMAO, l'avenir de la maintenance, c'est ces technologies intelligentes, alors je vais vous sortir des mots à la mode, hein, mais la maintenance prévisionnelle, oui, je pense que ça peut apporter des choses. L'analyse de la donnée de l'historique, sous réserve qu'on l'ait bien renseigné, oui, ça va apporter des choses. Le partage d'informations, l'intelligence, les systèmes cognitifs, oui, ça va apporter des choses. Voilà, mais je crois que j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Et puis...